Alors, comme on vous a vu tous les trois à l'œuvre, on peut rentrer tout de suite dans le détail des procédures et des questions. Bertrand, quand tu cherches une hauteur dans un chantier, est-ce que c'est de l'ordre du testing acoustique de chercher une fréquence avec le lieu, ou parce qu'on a l'impression que tu t'accordes aussi avec la scie sauteuse à un moment donné? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'écoute, je pense. Effectivement, donc on essaye de développer, je pense, ensemble différentes façons de se placer dans le chantier, dans l'espace acoustique du chantier. Donc effectivement, on peut parfois essayer de répondre à des fréquences qu'on entend, sur un mode d'improvisation, mais on peut aussi avoir d'autres modes de jeu qu'on va sans doute développer par la suite, qui peuvent être plus de l'ordre d'un jeu beaucoup plus discret, d'essayer de s'immiscer vraiment dans un son peut-être plus environnemental. Voilà, mais c'est vrai que là, les exemples étaient peut-être différents ici. C'est vrai qu'on pouvait entendre parfois des fréquences qui pouvaient venir en résonance avec d'autres fréquences qu'on pouvait entendre, des fréquences de son d'instruments, etc. Donc, quand je dis instruments, c'est des outils, bien sûr. Mais alors justement, c'est-à-dire c'est insister sur l'ambiguïté Oui, c'est ça, c'est jouer entre outils et instruments. De cette ambiguïté, par exemple. Ouais. Et l'ambiguïté, elle a finalité à musicaliser l'outil plus qu'à outiller l'instrument. Alors, je sais pas si on est dans une logique de musicalisation en tant que telle, je sais pas, je me pose la question. Enfin, on peut se la poser d'ailleurs avec ce travail. Mais voilà, je peux peut-être aussi laisser répondre Pascal ou Eric. Alors Pascal, c'est toi qui as le... Oui. Le jaune, et le polysirène. Ouais. Le jaune veut dire l'habit. Oui. On a tous, comme tous les ouvriers qu'il y a ici. Non, Eric est en orange, je crois. Oui, mais c'est bon, c'est la même chose. On a tous le casque et des chaussures de chantier. Et donc en fait, la musicalité, je pense qu'il n'y a pas vraiment à l'origine du projet une idée, une intention de musicaliser ou l'idée de départ effectivement provient d'un duo qui existait avec Bertrand, sax, alto et moi aux surfaces rotatives, c'est-à-dire des vieux Walkman qui servent plus à grand chose. Enfin, il n'y a plus que le mécanisme qui marche avec les petits plateaux tournants sur lesquels je fais vibrer des feuilles de papier, de plastique, polystyrène, des choses comme ça. Donc, qui ont déjà aussi un côté mécanique, machine, qui pouvait aller bien avec les sons qu'on peut avoir sur le chantier. Mais comme on le voit ici sur les images qu'on voit, en fait, je me suis aussi départi de ça parce que j'avais besoin d'être sur un secteur pour utiliser l'électricité. Et donc, j'ai préféré aussi utiliser les objets que je trouvais sur place. Voilà. Mais ça veut dire qu'avant de travailler avec Eric, vous étiez pas spécialement posé la question du lieu ou de l'environnement? Si, en fait, l'idée c'était de travailler, pousser le duo ailleurs et de chercher un lieu spécifique avec une identité sonore spécifique et de travailler dans ce lieu-là, éventuellement faire un enregistrement avec ça. Et de là est née l'idée de travailler avec un musicien qui travaille avec des micros. Donc on a pensé à Eric à ce moment-là. Et l'identité sonore du lieu, c'est quoi? C'est ce que vous allez déduire de ce que vous expérimentez, ou ça donne un statut d'enquête? Oui, il y a un a priori d'abord. On se dit quel type de lieu sonore, est-ce que ça peut être dans la nature, dans la campagne, ou plutôt dans une ville. On s'est plutôt orienté sur des espaces urbains. Donc, et le chantier, c'est en fait un endroit où il y a une activité sonore énorme et très dense. Et donc ça nous a paru une bonne idée de travailler dans ces lieux-là. Il y avait aussi la volonté de sortir de la salle de répétition, de sortir de la salle de concert, d'essayer vraiment d'expérimenter autre chose. Avec notre travail au début, effectivement, au départ du duo, c'était vraiment d'aller ailleurs, d'expérimenter autre chose, en fait, de considérer aussi nos instruments comme peut-être des outils avec lesquels on allait pouvoir travailler l'espace acoustique, et puis voir ce qui allait finalement se passer. Il y avait finalement une intuition qu'on a voulu suivre. On a élaboré peu à peu les choses de façon vraiment très progressive, par étapes. En fait, on en a beaucoup parlé, et puis ensuite effectivement Eric a rejoint l'aventure, et puis on a
On a fait un premier chantier et puis on a vu comment ça se passait, le rapport qu'on avait avec le monde ouvrier aussi, la découverte qu'on avait de tout ça. Le premier chantier, c'était pas la Philharmonie. Non, c'était la Philharmonie, c'est 2 ans après, je crois, les premiers chantiers qu'on a pu faire. Et puis c'est la découverte vraiment voilà, d'un lieu en construction, d'un chantier vraiment qui est en train de se faire, donc avec toute l'identité sonore qui va avec, et puis qu'est-ce qui se passe tout simplement, quelle relation on a avec ce lieu, qui est un lieu processus, parce que c'est un lieu qui est en train de se mouvoir, de se construire, la relation avec les gens qui y travaillent, avec les cadres aussi qui sont présents, et puis nous, qu'est-ce qu'on tire de tout ça, de notre expérience en fait. Donc quelque chose aussi de très empirique, très, très sincèrement, quelque chose de très empirique. Au départ, on voulait se confronter à cette réalité, on voulait produire de l'expérience, et puis petit à petit, je pense qu'on a pu capitaliser certaines choses. Et elle est de quel ordre la relation avec les gens que vous rencontrez sur le chantier ? Quel type d'échange vous avez ? En fait, justement, je parlais qu'on a tous des casques et des habits, on est un peu comme des ouvriers sur place. Et donc, c'est comment on est perçu, nous, par les ouvriers. Donc, ça passe par Enfin, bon, il faut dire d'abord qu'un chantier, il y a quand même une pression, parce que là, toujours, les chantiers sont en retard, ou il y a toujours des trucs, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de loisirs pour les ouvriers. De dire tiens regarde il y a des musiciens qui sont en train de faire des trucs où il y a quelque chose de bizarre là, qui se passe donc ils sont aussi dans leur boulot quoi, ils font juste leur boulot, donc des fois ça passe par de l'indifférence ou des fois des choses un peu de moquerie ou de peut-être de circonspection, je sais pas. Juste compléter, oui, on a aussi eu des belles rencontres avec plein d'ouvriers. Je repense notamment un des premiers chantiers, on était en train de travailler sur un toit, et puis une personne est venue avec un téléphone pour nous faire écouter un musicien de son village en Turquie, pour nous dire ça c'est de la musique, hein, tu vois, et ça vient vraiment... C'était pour vous dire que la vôtre n'en était pas... Voilà, exactement. Ouais, parce que d'abord il a demandé mais qu'est-ce que vous faites, donc la question c'était ça, et quand on a parlé, il a sorti son... Non, on était en train de jouer. Et il a sorti son téléphone et on était en train de jouer, il nous a dit ça c'est de la musique, regarde. Et surtout ça venait de son village en Turquie, etc. Donc du coup on est entré dans un échange. Et je pense aussi à des ouvriers kurdes qui, nous voyant, se sont mis à chanter une chanson traditionnelle, se sont mis à danser, etc. Pour nous en fait, pour que Eric puisse les enregistrer. Donc voilà, il y a aussi toutes ces rencontres culturelles, mais on parle aussi de la réalité du chantier, du travail, etc. Enfin, on a quand même des échanges à différents niveaux. Mais quand je disais que tu essayais de t'accorder plus ou moins à la scie sauteuse, il y avait quand même l'idée que c'est aussi de faire de la musique avec eux qui est un tant soit peu en jeu. Donc le dialogue, il pourrait aussi être de tenter de tirer ce qu'ils produisent dans leur chantier comme de la musique, et donc d'engager aussi le dialogue là-dessus. Non ? Alors Célio, je vous présente Célio qui... Ben justement, oui, mais je te présente pour que tu puisses la poser avec toute l'épaisseur que tu mérites. Et donc, tu travailles avec Frédéric Matevé pour faire la revue L'Autre Musique dont on a parlé ce matin. Tu es co-organisateur du colloque dans lequel nous sommes. Tu es artiste-chercheur et tu as fait la pièce qui s'appelle Fond de fond, qui se trouve dans un des fonds au rez-de-chaussée. Et donc, tu as une question. Oui, voilà. Enfin, c'est une question qui rejoint celle que tu posais à propos de cette idée de rencontre, où finalement là vous avez parlé des rencontres en fait, des ouvriers vers vous, et je pense aussi dans l'autre sens, enfin, ça rejoint aussi l'idée de s'accorder, mais pas forcément dans un sens plutôt métaphorique que musical. En fait, dans quelle mesure on a parlé de l'acoustique, mais aussi dans quelle mesure les activités des gens sur place vous ont influencé, non, c'est une question un peu avalise, hein. Dans quelle mesure les activités des gens vous ont influencé, dans quelle mesure ce contexte aussi, qui est du coup pas du tout type contexte studio ou contexte salle de concert, a pu vous faire jouer d'une certaine manière, et aussi même d'un point de vue physiquement avec votre corps, parce qu'à un moment donné on vous voit à la fin, là, vous êtes en train de sortir de la pièce où vous étiez, puis vous marchez comme ça sur des tubes, on voit Eric avec son matos qui est là en train de gérer le son, d'écouter le truc, et puis en même temps il y a une marche, alors on se dit putain merde, faut pas qu'il se casse la gueule avec ces trucs là. Et est-ce que ça même physiquement parlant, dans votre posture corporelle aussi, est-ce que ça a joué, est-ce que ça vous a donné l'occasion de faire
enfin pour vous quoi, d'improviser peut-être un peu différemment ou alors pas spécialement, je sais pas. Moi, je pense que l'intérêt, c'était ça aussi, c'est que justement, on n'est pas dans une salle de concert ou dans un studio et qu'on est dans un environnement où déjà il faut regarder où on met les pieds pour pas se casser la figure et qu'il y a énormément de choses, c'est très dense. Il y a, en dehors du contexte avec lequel on joue avec nos oreilles, mais aussi avec nos yeux, il y a la situation du trio où on s'écoute, mais on s'éloigne, les uns s'éloignent les uns des autres, donc c'est pareil, le regard était important par rapport aussi au micro, savoir où est Eric, savoir la présence des micros, enfin, soit on peut être dans sa bulle et faire sans se préoccuper de ce que faisait Eric ou les autres, mais soit on a cette attention maximale à tout, donc aux ouvriers qui sont là, à tout ce qui se passe, aux paroles, aux présences et à notre idée une fois que l'enregistrement est parti, d'avoir cette idée d'un continuum sonore. Ouais, de travailler avec l'espace, tout simplement. Peut-être que pour mieux décrire la façon dont tu t'orientes dans le chantier vis-à-vis des sons qu'ils produisent et des sons qu'il y a autour, il serait intéressant que tu nous dises, avant d'avoir travaillé avec Pascal et Bertrand, comment tu travailles les collaborations, avec qui tu travailles d'une manière générale. Je sais pas si ça a un intérêt en fait. Moi, en tout cas, j'ai une curiosité à cet endroit-là. C'est-à-dire que, en fait, si la question est intéressante, ça m'intéresse de toute façon. Là, ça m'a intéressé parce que, effectivement, c'était un duo qui voulait sortir de la salle de concert, ce qui est pas non plus la règle pour les musiciens, puisque c'est quand même un objet, enfin, justement un espace en soi, et qui permet aux musiciens d'être au mieux. Là, il se place dans un contexte, et on a cherché le contexte, effectivement, un contexte un milieu de vie qui a une autonomie en soi et qui n'a surtout pas besoin de nous pour exister. Et dont notre présence ne fait que partiellement altérer sa vie. En fait. C'est-à-dire on arrive à détourner le regard de certains ouvriers, quelques secondes, parfois plus, si on entame une discussion avec eux, mais il faut vraiment aller vers eux, quoi. Sinon, ils continuent leur travail, ils s'en foutent, quoi. Et c'est ce qui nous plaît en fait dans l'idée du chantier, c'est-à-dire qu'ils ont autre chose à faire. Et cette autonomie nous a permis aussi justement d'accéder à des modes de jeu et des modes d'écoute par rapport à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on pouvait proposer de cette nature-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé ça comme une... Je pense qu'on envisage le chantier comme un tube à essai. C'est pas du tout, c'est une recherche. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire de ça en fait. On ne s'est pas dit ça va servir à quelque chose. Ça nous sert dans l'instant où on le fait. Parce qu'on se pose la question au moment où on le fait. Et cette question nous intéresse parce que par rapport à nos pratiques respectives, ce qu'on fait à trois, on ne le ferait pas individuellement. Donc il y a tous ces enjeux par rapport au chantier. Et le fait que le chantier, en fait, ça soit une espèce de grosse machine qui tourne et qui évolue à chaque fois qu'on y va, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la même chose, on n'a jamais les mêmes ouvriers, donc on n'est vraiment rien, en fait, dans le chantier. Mais peut-être là, je m'éloigne du sujet. La façon de s'orienter par rapport à eux deux, on voit que des fois tu fixes un son produit par un des deux, d'autres fois tu descentres un peu pour reprendre des sons du chantier. Il y a plusieurs... Il y a aussi la contrainte de la caméra de Christian Barani qui... Non, ça la caméra, on s'en fout. Elle vous contraint quand même, en termes de mobilité. Il s'adapte en fait. C'est lui qui s'adapte. Oui, c'est lui qui s'adapte. Puis, de toute façon, moi, je l'entends pas. Hein. En tout cas, là, en l'occurrence, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire, soit on se pose dans un espace vide et on utilise le chantier comme une rumeur, soit on construit avec les ouvriers quelque chose. Ça nous est arrivé dans certains lieux où les ouvriers étaient quand même assez conciliants. Ils ont tous été conciliants, d'ailleurs, quand on les a rencontrés. Même si la nature de la rencontre reste à déterminer parce qu'on n'est pas sociologue, on n'est pas anthropologue, mais ça nous intéresse. Il y a quelque chose qui fait que
ça décollait encore plus le papier peint du mur, quoi, d'une certaine manière, par rapport à cette idée de la musique. C'est-à-dire ça nous permettait de faire un pas vers eux et de faire un pas au-delà de ce qu'on savait faire. Mais on n'est pas sociologue, nous. Donc on fait ça un petit peu comme ça. Mais donc par rapport à mon écoute, il y a un peu tout ça. quand tu dis que c'est une recherche, la question de cette recherche, elle est quand même centrée sur ce que le chantier vient modifier du geste instrumental plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si le chantier, en l'occurrence, moi j'avais entendu le duo. Sans chantier autour. En plus, ils enregistraient dans un contexte aussi, il me semble, à la Cité de la Musique, où on a fait un enregistrement en studio. Et ce qu'ils font, évidemment, par rapport au chantier, ils sont dans une attention à ce qu'ils font qui est quand même assez forte. Bien sûr, Pascal trouve des matériaux qui sont sur place. Voilà, le sax. À mon avis, le jeu, évidemment, bouge, mais par rapport à leur mode d'écoute, qui est quand même la musique, je ne sais pas si ça bouge tant que ça. Donc c'est à moi aussi et puis effectivement, en fonction du chantier, mais en fonction des pièces, je crois que c'est la situation vraiment qui changeait d'une pièce à l'autre. Parce qu'on allait de pièce en pièce. C'est-à-dire on décidait quand même d'une certaine mise en scène. Parce que je crois que si on fait quelque chose, derrière tout ça, c'est qu'on raconte quelque chose. Peut-être quelque chose de la musique par rapport au chantier, ou du chantier par rapport à la musique, ou peut-être autre chose. En tout cas, ce n'est plus que de la musique, et ce n'est plus simplement une prise de son qui documenterait le chantier. On est bien au-delà. Ce que c'est, on ne sait pas. Est-ce que c'est esthétique ? Si c'était pas esthétique, je vois pas ce que ce serait. C'est-à-dire qu'on est tous dans une approche esthétique. Moi, le premier, quand j'écoute pas, je documente pas un chantier. Enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas l'objet du projet. Sinon, autant enlever les musiciens. Bertrand, tu parlais de nouveaux modes de jeu découverts à cette occasion. Tu pourrais nous les décrire ou... Les décrire, c'est assez difficile, mais en tout cas, je pense que c'est ce que je vais reprendre ce qu'a dit Eric, c'est que surtout ça nous déplace. Je pense que comme on n'est pas du tout dans un contexte de répétition ou de concert, on est confronté à une situation quand même particulière, et donc on ne joue pas du tout de la même façon. Je considère même l'instrument de façon presque différente en quelque sorte. C'est plus un outil pour peut-être tester l'espace, tester l'espace acoustique. C'est vraiment essayer de sortir aussi des modes connus qu'on peut avoir. Pour tester d'autres choses, pour expérimenter d'autres choses, à la fois la relation que j'ai avec Pascal et Eric, mais aussi la relation que j'ai avec l'espace, avec le temps, la temporalité aussi, qui se déploie pendant l'expérience. Le chantier, c'est quand même un milieu quand même relativement hostile. On s'en rend compte quand on a passé une journée entière sur le chantier. Nous, on sort, on est quand même assez crevé par rapport à l'air, etc. Donc on peut imaginer ce que vivent aussi les ouvriers tous les jours. Mais pour revenir... au mode de jeu, forcément ça déplace énormément. On peut pas jouer de la même façon, ça c'est certain. On creuse, on cherche, on trouve parfois des choses, parfois pas. Donc ça enrichit le jeu, on disait tout à l'heure, c'est quand même peut-être pas tout à fait de la musique. Je sais pas si ça enrichit le jeu, mais en tout cas ça le déplace. Je préférerais dire plus déplacer qu'enrichir. Enrichir, ça me semblerait peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas ça déplace des choses, c'est sûr. Pascal Mathieu. Oui, c'est ça, ça déplace nos manières de jouer, donc on est complètement... on fait autre chose, quoi. Le placement au temps et à l'espace, pour moi, il est vraiment important, et il n'est pas du tout le même. Il peut pas être le même. L'état d'esprit dans lequel on se positionne n'est pas le même non plus. Alors, il y a une chose... Et parfois oui, et parfois non. Il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que avant de commencer à enregistrer, on fixe des durées. Donc, si ça, c'est pas de la musique, qu'est-ce que c'est ? C'est la question que je pose. C'est ça, parce que on est vraiment dans un rapport esthétique, quoi. Oui, Ça va durer 10 minutes, et donc dans leur tête, ils se mettent dans cette posture, en fait, par rapport... C'est des musiciens, quoi. Ouais, mais je voudrais juste dire, Eric, que ça, c'est des modes de jeu qu'on a mis en place, par exemple, sur le dernier chantier de la Philharmonie, mais tout début, je suis pas certain qu'on se donnait des temporaires ici. Okay. On a annoncé. Mais manifestement, ils ont besoin de se dire que tous les musiciens qui sont, c'est peut-être pas de la musique que là, ils vont faire pour justement pouvoir s'ouvrir à une expérience. Alors, si c'est pas de la musique, c'est quoi ? C'est la question que je vous pose. Parce que c'est intéressant par rapport au colloque de se dire, se confronter à des bruits, est-ce que ça déplace l'objet esthétique qu'est la musique ? Alors on peut prendre la question autrement, se dire qu'on y répond dans 20 minutes, et entre-temps se poser des questions qui pourront peut-être enrichir notre questionnement. Oui.
à Eric, puisque tout à l'heure vous en avez parlé, c'est toi qui a dit que Eric avait un instrument, je sais plus si tu as été présenté comme musicien directement ou tu avais un instrument, enfin en tout cas ça voulait dire ça. Et, Je suis pas un technicien au sens. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais justement, je voudrais que tu. Parce que c'est pas forcément un truc évident comme ça, de se dire que quelqu'un qui prend du son. En fait, prendre du son, c'est aussi faire de la musique. Ou c'est aussi un instrument. Alors, je sais pas, c'est à toi de dire ce que tu penses, mais comment tu peux le. Ou comment vous pouvez. Voilà, l'écoute, elle est musicale ou elle n'est pas musicale. Donc, que ce soit avec un instrument qui projette un son ou juste un son qu'on perçoit, c'est une intention musicale. Une intention, voilà. Alors, du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu. Bah, du coup, cette pratique-là, comment tu fais, comment tu le sens, qu'est-ce qui te guide ou quelles sont tes intuitions ou comment tu, je sais pas, comment tu joues quoi, de ton Je me suis enregistrement. jamais posé la question de savoir si c'était de la musique ou pas. Donc déjà, ça m'a jamais intéressé. Et en fait, comme je suis dans un milieu, on va dire, que de musiciens, j'ai toujours pensé que ça l'était. Donc pour moi, c'est pas une question en fait. D'ailleurs, ça n'intéresse pas grand monde de savoir si c'est de la musique ou pas, puisque maintenant tout peut être apprécié comme de la musique, je pense. C'est une question d'écoute. C'est une question, je veux dire, c'est ce que vous entendez ou pas par musique. C'est juste une question de définition. En mettant cette question de musique à côté. On peut parler de documentaire. Juste du coup, on laisse de côté cette question de musique. Je comprends tout à fait ta réponse, mais du coup, toi, comment tu fais tes prises de son du coup, enfin, comment t'enregistres ou comment, je sais pas, c'est quoi tu peux nous parler de cette pratique-là, quoi, de ta pratique dans ce cadre-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller à un endroit à un autre, que tu vas t'éloigner, te rapprocher Bah simplement, en fait, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a un événement. L'événement est clair. Je suis avec deux musiciens, donc là, en plus, c'est d'autant plus clair, quoi. Pour moi, c'est d'autant plus facile. J'ai deux personnes qui produisent des sons qui, dans cet espace, forment une durée, créent une musique. Ensuite, tout ce qui peut arriver entre, au-delà, c'est ce qui va m'intéresser en premier lieu peut-être, va tisser une relation avec l'espace qui m'intéresse. Oui, parce que je te posais cette question parce que j'avais écouté avant, il y a un certain temps, quand on avait reçu toutes les propositions pour le colloque, et il y avait un des passages, alors je sais plus exactement, je sais plus s'il y a plusieurs films ou pas qui sont visibles sur internet ou dans ce que vous aviez envoyé, mais je me souviens de moments comme ça où on vous entend tous les deux, enfin, vous êtes vachement présents tous les deux, puis après il y a une espèce de sortie comme ça où le champ s'élargit vachement et on entend d'autres bruits plus génériques, ça remet en situation, et je trouvais cette espèce de rapport de proche et de lointain, et entre vous on laisse tomber tous les mots musique ou pas musique, entre vous en train de jouer, on va dire, en train d'agir, et puis les autres personnes qui sont en train d'agir sur le chantier, cette espèce de glissement d'un champ rapproché à un champ élargi. Je trouvais ça vachement agréable, justement, aussi contrairement à des formes bon, après dans les enregistrements musicaux, on est toujours là en train d'essayer de serrer les sons, d'avoir que les notes, que les trucs totalement intentionnels, et en même temps d'aller choper d'autres sons qui ça faisait résonance. Enfin, forcément, je pense aussi que ça fait résonance. Après, tu choisis les bons, etc., j'imagine, mais il y a un truc qui va forcément aussi marcher, quoi, et qui est vachement agréable. Ça me fait aussi penser à certains sons enregistrés par des ethnomusicologues. Il y en a certains qui demandaient à des gens qui jouaient je sais pas trop où de faire leur musique, puis qui s'arrangeaient pour que tout soit ultra nickel dans l'enregistrement, et d'autres qui se permettent de laisser, je sais pas, genre le bruit du générateur dans le fond, ou les pochetrons qui gueulent pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer, et on a un rapport à la musique qui est complètement différent dans ce cas-là, et c'est pas, ce qui m'intéresse, c'est pas un côté exotique ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a un rapport peut-être au contexte, à la situation, au milieu, qui est vachement intéressant. Je sais pas ce que vous en... C'est tout à fait l'objet de notre rencontre, en fait. Moi, j'établis des rapports, en fait. Je suis là pour ça. C'est-à-dire, eux, ils ont un duo, et moi, j'établis les rapports entre ce duo, même si, en même temps, eux font un pas aussi en avant vers le chantier. Ça, c'est inévitable. Déjà, ils sont dans un contexte qui est tellement puissant qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que le duo, en fait, il disparaît un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le focus sur le duo, mais sur
une chose globale qui est là, et donc il y a nous qui sommes peut-être un prétexte génétique, mais c'est tout, quoi, en fait. Ce qui se passe après, ça dépend de ce qui se passe ici et maintenant, quoi. Et donc des décisions, des choix qui sont pris avec les micros, ou même nous, si on décide d'aller plus loin, de s'arrêter, ou de... Voilà. Ensuite, à partir du moment où on ne discrimine pas a priori les choses, tout est intéressant. Il n'y a pas à discriminer d'un côté le bruit du chantier ou autre chose. Enfin, en plus, effectivement, dans un chantier, ce qui est intéressant, c'est que ça a des spécificités au niveau spatial qui sont intéressantes, parce qu'effectivement, il y a tout d'un coup, comme dans le cas de la Philharmonie, il peut y avoir une plongée vertigineuse avec une réverb énorme, et puis à côté une salle très mate, toute noire, toute sombre. Enfin, on peut passer. Oui, voilà. Donc moi, je profite. En fait, je profite de leur présence en tant qu'événement, on va dire, que je ne m'autorise pas à perdre complètement, mais que je peux m'autoriser à m'éloigner effectivement d'eux. Et puis la présence. Enfin, plus que ça, le chantier, c'est le 3e musicien. Si je me compte pas dedans. C'est marrant, ça me fait penser en termes de potentiel, en tant que quand on enregistre des sons, enfin, c'est ce que tu disais par rapport à la discrimination, quoi, où tu te dis que on peut aller dans plein d'endroits différents et enregistrer des sons, il y a toujours des choses super qui se passent. À partir du moment où ça t'intéresse, ça devient quelque chose d'intéressant. Enfin, on revient au truc de bruit et son dont on parlait tout à l'heure, quoi. Si on s'y intéresse, tout d'un coup, ça devient... Enfin, bon, peu importe son bruit, mais c'est quelque chose qui mérite de l'être et qu'on met en avant comme ça. Et là, c'est comme si il y avait déjà ce potentiel dans le chantier. Il y a aussi déjà le potentiel de votre jeu. Et donc, il y a deux potentiels. Et toi, tu te retrouves avec cette espèce de potentiel encore plus large. Plus, en plus, vous moduler le potentiel par vos façons de jouer. Je trouve ça par rapport à la prise son, je trouve ça vachement intéressant, cette espèce de truc de potentiel mouvant et qui s'agrandit sans dire qu'il s'enrichit. En fait, moi, je suis dans la meilleure position. J'enregistre. Donc, ils sont dans une position très délicate, en fait, sur le chantier, très, très instable. Ils se mettent à l'épreuve de quelque chose qui est un peu compliqué. En plus, ça arrive de n'importe où. Il peut y avoir n'importe quoi qui peut arriver sur un chantier. C'est ce qui nous intéresse aussi. C'est le cadre de l'improvisation. Mais bon, on n'attend pas un résultat. Je reviens sur ça parce que l'objet, ce n'est pas de produire quelque chose au sens strict. C'est une rencontre d'abord. Ce qui est intéressant, c'est qu'Eric produit des focales vraiment très différentes. Et ça, c'est vrai que c'est son espace de travail. Vous avez fait un disque qui s'appelait Chantier, dans lequel vous aviez joué dans un chantier qui n'était pas donc la Philharmonie, mais un chantier précédent. Et il y a 2 moments dans le disque, et dans un deuxième, vous rejouez en studio la mémoire de ce que vous aviez finalement fini par sédimenter à force d'improvisation dans le chantier. Oui, c'était un prétexte en fait, c'était comme un score qu'on s'était donné. Donc c'était une des premières explorations qu'on avait faites sur un grand chantier dans le 14e. Et donc on avait travaillé sur ce site, on avait donc travaillé avec Eric qui avait fait des enregistrements, etc. Et puis on était parti sur cette idée d'aller dans un studio, dans un espace vraiment silencieux, justement pour rejouer, mais avec cette mémoire du chantier. C'était un peu un prétexte pour créer quelque chose qui pourrait se situer entre l'espace du site et l'espace du non-site. Voilà, ouais, c'était vraiment une expérience pour produire de l'improvisation, pour produire du son, et où ça nous mène en fait, finalement, cette expérience. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur probablement d'autres modes de recherche aussi. On explore vraiment de façon très élargie les choses. Et pour ma part, enfin, je pense que pour nous, c'est partagé, c'est que c'est très empirique en fait. C'est de l'expérience qui est produite, et de cette expérience, de façon très, très simple, on avance et on essaye des voies de recherche. Parfois ça marche pas, c'est pas satisfaisant. Parfois il y a un résultat qui nous intéresse. Ouais, non, je voulais juste dire par rapport à cette session en studio où c'est assez drôle de retravailler avec la mémoire du chantier, parce que l'enregistrement a été fait en studio, a été fait quand même pas mal de temps après les prises de son. Et donc on avait réécouté donc déjà des rushs ou des choses enregistrées par Eric.
Et donc il y a une mémoire des enregistrements. Donc déjà la subjectivité du cheminement, en tout cas d'Éric, qui se superposait, voire qui prenait la place de la mémoire sonore qu'on avait de nous-mêmes des choses, quoi. Et dans cette mémoire sonore, il y avait une partie de bruit du chantier qui vous était resté et que Mais par conséquent auquel fallait pas y aller à l'absence. Pour moi, c'est difficile de se souvenir de bruit particulier. Tu vois, encore une mélodie, j'arrive à l'avoir dans la tête tout de suite, quoi. Mais un bruit, se souvenir précisément d'un bruit de le chanter ou le reproduire, c'est plutôt une impression, un souvenir vague de bruit, mais pas que. C'est aussi tout un ensemble de choses, d'impressions visuelles, tactiles, toutes les impressions qu'on peut avoir sur ce chantier-là, de chaud, de froid, il y a énormément de choses, quoi. Et pour moi, je sais que par rapport justement aux surfaces rotatives, qui sont aussi un instrument en chantier, quoi, c'est-à-dire disloqué aussi, il y a plusieurs choses. Donc je me suis plutôt mis dans l'idée de reproduire un chantier en jouant sur cet instrument, entre guillemets. Pour compléter ce que dit Pascal, moi j'ai par exemple des mémoires de comportement sonore en fait. Quand on est dans le chantier, comment des sons apparaissent, comment des sons disparaissent, ou comment des sons évoluent dans l'espace. Et moi je m'appuie là-dessus en fait pour jouer mes propres sons. Donc quelque part je crois que ça me sortait quand même d'une intention qui pouvait être musicale. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Ouais. Mais il faut pas apparemment. Ah, sortir trop de l'intention musicale. Si, non mais on chacun chemine chacun avec nos propres problématiques je pense. Donc, c'est ouvert. Éric, tu disais que la Philharmonie était un contexte puissant. Est-ce qu'on peut dire que tu choisis les environnements dans lesquels tu travailles en fonction de cette puissance? Est-ce que tu peux la qualifier? En fait, c'est compliqué cette question. La Creuse, moi j'ai souvenir du le disque. contexte en fait a peu d'importance. Voilà, Mais sa puissance aujourd'hui, est je dirais importante. qu'il a plus beaucoup d'importance. C'est-à-dire, je suis dans un contexte, à moi de me poser les bonnes questions ou pas, ou à moi de poser une écoute par rapport à ce contexte, quel qu'il soit en fait. Donc là, effectivement, le chantier, c'est déjà un contexte, je dis puissant parce que effectivement, c'est une grosse machine qui tourne 24 heures sur 24 avec ses ouvriers. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez colossal. Surtout celui-ci, quand même. C'est quand même, je ne sais pas combien de centaines d'ouvriers travaillent. Quelqu'un peut juste 1000. Voilà. En même temps. Il y en a eu 700, 800 en même temps. Donc effectivement, nous là-dedans, on n'est que 3. C'est au moment, effectivement, avec les ouvriers où on est dans un contexte plus intimiste, dans certains lieux, qu'on arrive à créer quelque chose avec eux. Mais je ne peux pas reparler des ouvriers, je sais pas. Non, j'avais envie de t'entendre Par sur rapport au contexte, le travail sur la Creuse, qui était pour le coup à partir de contextes sonores plus naturels. En fait, c'est une invitation. En fait. Là, c'est une invitation à cheminer le long de deux rivières qui se rejoignent. Mais en fait, donc après, on cherche. Et c'est quoi construire une écoute alors? Construire une écoute, c'est. Il y a un peu de tout en fait là dans la question, c'est-à-dire qu'il y a une côté effectivement de pratique, donc un côté un peu laboratoire, on essaye des choses, comme là j'essaye, je me permets effectivement des fois de les perdre, c'est-à-dire là je ne sais pas où je vais, je suis un peu comme un danseur des fois, c'est-à-dire effectivement je prends un parcours, des fois je suis bien placé, et là c'est magique. Ou, quand je dis magique, c'est pas de la magie, mais je veux dire, c'est parce que j'ai pris la bonne trajectoire par rapport à ce qui est en train d'arriver, ou effectivement, je peux être mal placé. Mais c'est des risques. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas ingénieur du son, parce que je prends tellement de risques, pas chaque seconde, mais chaque minute qui passe, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, même moi des fois. Mais parce que c'est mes oreilles qui dirigent. Donc il y a une histoire comme ça où, à force de pratique, d'écoute, je me permets des choses et je suis dans un cheminement, même par rapport à ma réflexion, par rapport à la prise de son, qui n'est pas celle d'un ingénieur du son. Donc je suis
effectivement entre tout ça. L'intitulé de la table ronde prévoit qu'on parle de bruit de fond. Célio, précisément le titre de ta pièce, c'est fond de fond. Alors le premier fond est au singulier, le deuxième au pluriel. Ouais, c'est l'inverse plutôt. Bon, enfin, c'est pas. Je suis nul pour trouver des bons titres qui nous font rêver, quoi. Donc, j'ai pris un peu le truc. Ouais, ça parle. Donc c'est les fonds du fond alors. Non, c'est fond, F-O-N-D-S, de fond. Sachant que ce qui m'intéresse dedans, c'est l'homonymie entre le fond et le fond avec ou sans S. Donc l'idée que ça soit ce qu'il y a en dessous ou l'idée que ça soit quelque chose dans lequel on peut aller puiser, voir qui peut être quasi... bon, non, il y a des fonds de taille différente, mais a priori un fond c'est quand même quelque chose d'assez important, quoi. Donc le temps qu'on puise à l'intérieur du fond, il y a de quoi aller chercher, quoi. Et du coup, tu veux que j'explique un peu mon truc? Oui. Okay. Alors, ça va être un petit peu long. Non, juste, déjà, il y a un truc dedans. Attends, du coup, j'ai interverti vos prénoms. C'est Bertrand, toi. Par rapport à ce que disait Bertrand, là, juste à l'instant, à propos de comportement. Quand il dit, oui, je me souviens du chantier, et pas forcément des sons en soi, mais plutôt des comportements des sons ou des façons de survenir ou de se passer, si je te déforme pas. Enfin, grosso modo, c'est ça le fond de mon avis sur les bruits de fond, c'est ça. C'est de me dire, dans les bruits de fond et dans la façon dont ils surviennent et dont ils se développent, enfin, c'est pas juste bruits de fond en fait, dans les bruits, on va dire plutôt, parce que les bruits de fond, a priori, quand on les repère, c'est plus vraiment des bruits de fond, mais disons, dans les phénomènes de bruit de fond, d'où il y a des bruits qui ressortent, ce sont ces comportements, des bruits que je trouve intéressants dans le sens que ça donne pour moi des nouvelles façons d'imaginer des formes sonores qui passeraient pas forcément ni par de la narration, ni par des formes de construction musicale, mais qui pourraient avoir des espèces de comportements, parce que tout ça se rapproche d'une certaine idée qu'on peut se faire soit de la vie, soit du naturel, sachant que des trucs, des phénomènes physiques et mécaniques ont des formes de comportement également, quoi. Et là, donc là-dedans, il y a une très très grande richesse, je trouve, où on pourra toujours trouver des tas de façons qui peuvent inspirer si on veut faire de la musique ou autre chose, quoi, ou une autre forme de composition, enfin une autre parmi des tas d'autres. Ça peut donner des façons de composer. Enfin, dans le sens de mettre des choses ensemble. Là, donc l'idée, juste pour expliquer le cadre, parce qu'il est important. Donc, je fais partie du comité, je sais pas, des organisateurs, quoi, voilà, on va dire. Ce comité, je sais pas exactement, c'est un comité, mais et donc j'ai eu l'opportunité de faire, c'est pas vraiment un workshop, mais de faire un atelier avec les étudiants de Thierry Cauduis et Thierry Cauduis qui enseignent ici à l'école dans un, je sais plus si ça s'appelle, c'est plus major maintenant, enfin, c'est option scénographie, mais bon, en l'occurrence c'est un travail sonore, et donc j'ai pu travailler avec deux étudiants, dont il y en a un qui se cache derrière un fauteuil dans le fond, là. Donc Adrien Yavé qui est là-bas, et Charles Meyer qui ont travaillé sur une programmation de l'installation sonore avec le logiciel Pure Data, avec une idée de travail génératif. De travail génératif, c'est-à-dire que c'est une composition générative, c'est-à-dire qui se crée toute seule à partir d'une banque de sons, pas pour le plaisir de faire de la musique par ordinateur, ni de faire une espèce de création. C'est quoi, Patrice Barbeau, c'est ça le mec qui voulait faire de la musique par ordinateur Pierre Barbeau, je sais pas, je me trompe. Mais pour m'intéresser au phénomène d'émergence, en fait, qu'il y a dans la façon dont ces bruits surviennent. C'était ce truc-là qui m'intéressait dans le bruit de fond. Donc le bruit de fond comme une forme de potentiel énorme, dans lequel il y a énormément de phénomènes sonores qui se produisent simultanément, qui ont un rapport très, très fort avec notre écoute
et la façon dont, en discriminant, on peut faire ressortir tel ou tel bruit ou tel phénomène, et en même temps tout ça comme des couches superposées dont on a besoin, quoi. On ne peut pas entendre des bruits si on n'entend pas les bruits de fond. C'est aussi pour ça que c'est un fond, quoi. C'est une sorte de support sur lesquels les bruits peuvent se développer. Et donc ça a été un travail de recherche de deux façons, à la fois de prise de son dans toute la zone de l'école, et puis un travail de recherche sur la création de ce programme. Enfin, donc c'est pas du tout moi qui ai programmé. Et de comment il était possible de fabriquer un programme qui pouvait essayer de générer à nouveau des sortes de phénomènes proches de phénomènes de bruit de fond. Après, c'est aussi un travail de recherche. Donc, il y a des choses qui marchent et puis des choses qui ne marchent pas, mais c'est normal. Et si bien que ça donne des formes dont tu dis que toi-même ne peux pas anticiper la discrimination auditive à l'écoute. En fait, bon, ça a été un travail très, très compliqué. Il y a un travail de collaboration aussi, donc il y a toute une partie que moi je ne maîtrise pas du tout par rapport à la programmation, donc je ne maîtrise pas non plus forcément ce que je dois donner, ni exactement comment je dois le dire et qu'est-ce que je repère comme étant des phénomènes d'apparition de bruit qui m'intéressent, comme à un moment donné il faut que j'essaie d'expliquer que par exemple, c'est dommage parce que là ça ne marche plus, mais à un moment dans la nef, donc le grand truc par où on rentre, comme c'est un truc très très haut de plafond, puis c'est une structure métallique, je pense que le moment où la température a baissé, le métal jouait et ça produisait des espèces de claquements, quoi. C'était vraiment comme s'il y avait une espèce d'énergie à l'intérieur qui s'emmagasinait, et puis à un moment donné ça pouvait plus rester là comme ça, et bing, ça pétait. Et ce qui était assez drôle, c'est que à ce moment-là, on avait un petit peu commencé à travailler avec Charles et Adrien. Ils avaient fait une installation sonore qui s'appelle Janos, qui présentait ici, et je suis venu les voir, et au moment où je rentre dans la nef, j'entends une espèce de bruit presque comme un sable laser, quoi. Où je me suis dit, putain, ils ont fait... je croyais qu'ils faisaient juste une installation dans l'école. En fait, ils ont mis un capteur, et puis il y a un petit HP que je vois pas du tout. Il est super bien caché, et en fait, ça produit une espèce de son de sabre laser. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte que c'était juste le métal qui jouait et qui produisait ces espèces de sonorités. Donc après, toute la question, c'est est-ce que c'est possible de trouver une manière de recréer une façon de faire survenir les sons qui est un petit peu comme cette idée-là d'énergie qui s'accumule, et plus elle s'accumule, plus il y a des chances que les sons arrivent, et en même temps, plus les sons sortent, moins il y a une chance qu'il y en ait d'autres après, parce que ça s'est libéré, quoi. Donc j'ai complètement oublié, c'est quoi ta question au départ, je suis désolé. La question de la discrimination. Ah ouais, oui, et après, bon, je simplifie pour aller plus vite, parce que sinon je parle trop, mais c'est que du coup ça a été un programme très complexe, et que ce programme, il fait des trucs des fois bizarres, quoi, parce qu'il est juste tellement compliqué qu'il y a plein de trucs qui se passent dans le programme. Enfin, déjà d'un point de vue général, quand on fait du génératif, on sait pas, ça va chercher dans des banques de sons, donc on sait pas tel ou tel son c'est, mais au-delà de ce truc-là qui est finalement un peu anecdotique, qui est pour moi important dans le sens que j'ai pas envie de faire une composition là-dedans parce que j'ai pas de raison de faire tel choix plutôt que tel autre, mais c'est aussi que du coup ça fait plein de données dans un programme, et à un moment donné il se met à faire je vais pas dire qu'il vit, c'est pas ça, quoi, mais il se met à avoir un comportement super bizarre que personne ne peut vraiment prévoir, et des fois il suit pas du tout les trucs qu'on aimerait bien qu'il fasse, quoi. Donc c'est là, dans ce sens-là, que c'est bizarre. Après, il y a aussi le travail de discrimination tel qu'on peut l'avoir dans un lieu donné, pour sentir, ça c'était un peu l'objectif, de sentir les différentes couches sonores progressivement, de pouvoir se focaliser sur un point et de faire comme une espèce de zoom, donc pas avec l'œil mais plutôt avec l'oreille, c'est-à-dire je garde ce son-là et je me concentre là-dessus, etc. Ça c'était un des trucs que je voulais faire. Après, là je trouve que pour l'instant ça marche pas forcément aussi bien que je le souhaiterais, mais en tout cas c'était un petit peu dans cette optique là, quoi, de se dire de sentir ces couches successives et puis de pouvoir aller prendre c'est plutôt l'inverse, c'est pas nous qui discriminons, mais c'était plutôt comme si le fond sonore se mettait à nous obliger à discriminer de la façon dont on peut le faire nous, quoi. Et qu'est-ce que ce travail-là poserait comme question à ce qu'on appelle le field recording ? C'est
une bonne question. Je pense dans le fond, c'était une des questions là autour du field recording, mais c'était par rapport à ce colloque quoi, sur la question du bruit, c'était de se dire, comment c'est possible d'enregistrer des sons et de pas être dans cette espèce d'approche dont on a parlé un petit peu Frédéric tout à l'heure, de genre je vais chercher le son absolument extraordinaire que personne n'a jamais écouté parce que j'ai 3000 tonnes de super micros et là j'ai l'espèce de truc et je vous sors la pépite géniale quoi, voilà, que vous aviez vraiment le truc totalement inouï, extraordinaire quoi. C'est plutôt du coup de penser ça comme un mouvement en fait, donc d'aller à l'encontre d'une vérification quoi. Forcément, si tu as un truc qui est en cours, tu peux pas te dire que ce machin là c'est ce machin et point barre quoi. Donc de pas envisager pour reprendre aussi ce que disait Jean-Luc quoi, de pas envisager le bruit comme une chose, mais plutôt alors je sais pas si c'est une action ou une fonction ou un mouvement en tout cas quoi. Le fait que ça soit toujours en mouvement fait que sans arrêt, c'est aussi ça le rapport avec le bruit de fond quoi. C'est une espèce de truc qui continue sans cesse, puis il y a des choses qui émergent du bruit de fond, après c'est recouvert à nouveau par une espèce de bruit de fond, on voit tous ces bruits qui ressortent forment à nouveau eux-mêmes un bruit de fond sur lequel il y a d'autres bruits qui ressortent, etc. Donc par rapport au field recording, ça voudrait dire essayer d'envisager une forme de field recording où on pourrait ne pas être dans la carte postale sonore, et où on pourrait juste essayer de s'en servir pour imaginer une dynamique plutôt qu'une sorte de paysage fixe et figé quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de réducteur dans la carte postale sonore ? Après, je veux pas juste. Mais c'est pas une question de jugement, c'est juste une question de description de. Si, c'est un jeu. Non, disons qu'il y a, je sais pas, je pense à des moments, j'imagine que ça peut arriver à pas mal de monde ici, à partir du moment où vous branchez sur le son, quoi, de se dire qu'il y a, je sais pas, des moments où on a des tripes comme ça, où je pense, d'ailleurs, plus on s'intéresse au son, plus on en écoute, plus on en fait. Il y a des fois, on est quelque part, et ça peut être dans la ville ou dans la nature, et puis on se dit là, genre, putain, le truc qui se passe là en ce moment, la façon dont tous les sons fonctionnent ensemble, c'est juste, c'est top, quoi. Et il y a quelque chose qui marche, quoi. Et en même temps, je me dis, ce genre de. Enfin, déjà s'il y a ce truc-là qui marche, pourquoi est-ce que je l'enregistrerais ? Puis déjà ça marche, quoi. Et en plus, je pense que si je l'enregistrais, ça marcherait pas pareil, parce qu'en l'occurrence, moi je suis dedans, quoi. Et c'est aussi le fait que je sois dedans, que je vienne de quelque part, que je sois en mouvement, compris dans le sens métaphorique, quoi, que je sois en vie, qui fait que je peux ressentir tout ça. Et il y a une forme de, c'est un peu paradoxal, mais je trouve dans certaines formes, on va dire, de cartes postales sonores ou de paysages sonores, c'est comme si il y a un côté cliché aussi, quoi. Comme si on essayait de garder le truc, et c'est comme si c'était décontextualisé bizarrement. Je trouve, comme si on réussissait comme si on pouvait quand même décontextualiser un son alors que c'est le son de tout, quoi. Je trouve ça. Et ce serait une décontextualisation qui aurait donc une valeur trop documentaire par rapport à ce que disait Eric. Après, qui passe pour être documentaire. Après, je pense pas que ce soit vraiment documentaire. Il y a toujours quelqu'un qui choisit qui a tel micro, qui choisit d'avoir tel ou tel point de vue. C'est pas vraiment documentaire, mais. Eric, le terme de field recording, t'en fais quoi ? Rien. Tu le jettes ou tu le prends avec toi ou... Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les D'accord. historiens. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ah oui, tu te dégages de toute question catégorique. Ça pourrait s'appeler autre chose. Pourquoi des bateaux ? Bon, quand on est dans une pratique, on n'est pas concerné par l'histoire qu'on en fait, en fait, d'une certaine manière. Enfin, même si on s'y intéresse un peu, même si, évidemment, quand on nous demande ce qu'on fait, on passe par ces mots-là, mais dans ma pratique personnelle, c'est un mot qui... Je préfère effectivement enregistrement de terrain, déjà, qui est beaucoup plus large, parce qu'effectivement, il englobe toutes les pratiques ethno, anthropo, et tout ça. Enfin, moi, j'englobe tout, alors. Parce que field recording, ça a l'air de catégoriser une toute petite section de je sais pas quoi. C'est le mot field qui est trop restrictif ? Non, pas du tout. Je crois que c'est ce qu'on en fait les anglophones par rapport à ça. Parce que nous, on est beaucoup plus large. Et du coup, je sais pas pour quelle raison en ont fait ce mot est resté. Un format d'écriture ou... Je crois pas. Non, je sais pas. Je pense qu'ils ont
plus d'historiens que nous là-dessus. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde, que ça s'appelle field recording ou autre chose. Je pense que enregistrement de terrain, ça me paraît intéressant par contre, parce que ça touche beaucoup plus de catégories, y compris celles qui ne sont pas liées à la musique, et qui ont certainement quelque chose à dire sur cette question du terrain. Je verrai bien ça. D'accord. Et par rapport à la question de la musique qu'on avait au début, est-ce que tu as des choses quand même à dire aux historiens qui préfèrent le mot art sonore ? Moi, franchement, les historiens font ce qu'ils veulent. Hein. D'accord. Pascal, tu disais tout à l'heure que les environnements que vous fréquentiez avec Bertrand étaient essentiellement urbains. Est-ce que ce serait une autre diversion d'aller dans des environnements plus naturels ? Il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé avec une association qui s'appelait Topophonie, où en fait on réunissait une trentaine, quarantaine de musiciens. Eric, tu vas participer ? J'ai fait l'une des dernières. J'en ai fait deux. Ouais. Sur la place d'Aligre. Sur la place d'Aligre, ouais. Et puis le long d'une autoroute, je ne me souviens plus, à la sortie de Paris. Voilà, donc l'idée c'était de jouer avec des femmes, d'acter avec des musiciens, des danseurs, des poètes dans un lieu. Donc c'était pas des concerts, c'était pas annoncé, c'était juste entre nous, pour nous, avec les gens qui étaient là, quoi. Et on a commencé dans la forêt de Fontainebleau à faire des après-midi comme ça de séances. Le résultat, c'est que moi je trouvais que c'était un peu j'étais un peu déçu parce qu'enfin on arrivait avec des musiciens, avec des saxophones et jouer dans en fait c'était une manière de jouer dans un contexte naturel mais qui n'était pas du tout en adéquation avec ça. Et après on a commencé à investir plus des lieux urbains, des friches, des choses comme ça. Toujours sans autorisation, on a fait des choses dans le musée des arts et métiers par exemple, ou dans des lavomatiques, dans des choses comme ça. Et du coup, moi, c'est là que j'ai commencé aussi à me départir d'instruments, mais de jouer plus avec ce que je trouvais sur place. Bertrand, tu gardes l'instrument où tu ailles donc ? Pour l'instant, oui. Et dans la nature ? J'ai déjà pratiqué dans la nature, mais voilà. Après, pour le projet qui nous concerne, ce qui nous intéressait plus particulièrement, je crois aussi, c'est de travailler dans des zones d'activité. Où il y a une activité qui génère un certain volume sonore, des activités sonores, des comportements sonores, acoustiques, etc. Et moi, c'est vrai que ça m'intéresse. C'est ça qui nous intéresse, enfin, je crois. Ouais, aussi. avec une certaine sociologie. Ouais, il y a une certaine sociologie. Une volonté, en fait, de revenir vraiment sur le terrain avec des gens qui ne sont pas directement concernés par notre présence, ni qui ne la souhaitent d'ailleurs, dans certains cas. Donc c'est intéressant, en fait, je trouve. On n'est pas du tout, on n'est pas les bienvenus, quoi, d'une certaine manière. Oui, puis aussi on a pu faire des visites de chantier sans les instruments. On est juste écouter, faire du repérage, mais aussi être en expérience vraiment d'écoute. Et donc ça, pour moi, c'est aussi important dans le travail, dans le processus, même s'il n'y a pas de résultat tangible. Nous, on a fait des moments comme ça, on allait sans les instruments, sans l'enregistreur, tous les trois, puis on passait la journée à écouter ce qui se passait, à déambuler dans un site, pour essayer de capter peut-être des particularités, des singularités acoustiques, vivre juste une expérience d'écoutant. Très, très global, parce qu'en fait c'était impossible de faire un repérage, parce que si telle situation sonore était intéressante tel jour, si on revenait le lendemain, elle avait disparu parce que les travaux étaient terminés et qu'on passait à autre chose, quoi. Pour terminer, puisqu'il reste 3 minutes, sur les modes de restitution, tu fais des disques, Eric. Tu penses à d'autres formats de restitution possibles ? Il y a la radio. Moi, j'aime beaucoup la radio. En tant qu'effectivement artiste sonore, je pense que la radio, c'est quand même un milieu particulièrement intéressant. Parce qu'il n'y a pas de visuel. On est vraiment dans la dimension sonore. Je pratique la radio depuis que je fais du son quasiment. Donc c'est effectivement le CD ou des formes de téléchargement, peu importe. En tout cas, effectivement, à un moment, c'est bien de passer par l'édition. C'est-à-dire de restituer quelque chose qui soit sous une forme qui reste.
Définitive, donc, Voilà. d'arrêter un chantier, Voilà, c'est ça le cas de le dire. Là, justement, on l'a pas arrêté dans ce cas-là. Oui. Si on a fait un CD, Mais il y aura film. probablement. Oui, il y aura probablement un film, il y aura peut-être aussi un jour d'autres formes possibles qu'on a envisagées. On va voir en fait. Ça va être en fonction des expériences, ça va être empirique, je pense. Voilà. Juste un truc, parce que Bertrand me le rappelle, et je suis absolument confus de ne pas t'avoir aussi posé des questions sur. Du coup, je coupe un peu, mais La radio. comme il nous reste, il nous reste juste deux ou 3 minutes, ouais, c'est genre sympa, tiens, je te laisse juste. J'ai un peu honte. Mais je sais pas, David, du coup, si tu veux peut-être un. Moi, peu je me nous- pose des nous- questions très 19e siècle, en fait. C'est-à-dire qu'avec les étudiants ici, on est reparti de la musique à programme et du statut que le bruit occupait dans les symphonies de Beethoven, dans la musique ouvertement figuraliste et ainsi de suite, et de comment, effectivement, le bruit et la musique peuvent dialoguer. Et donc, on s'est lancé dans un workshop qui, pour des raisons de calendrier, a été compliqué, qui fait qu'on ne peut pas faire la restitution pendant le colloque, mais qui consiste à interroger de façon critique justement cette notion de field recording, en se disant est-ce que le field recording peut être soutenable comme une musique à programme, et pour ça imaginer un dispositif expérimental de test avec des testeurs qui cherchent à montrer que le field recording a toujours un sens caché, et un autre groupe qui, sur des cobayes, essaye de faire la démonstration que le field recording atténue la sensibilité au danger. Et finalement, on a tourné à la Maison de la Radio avec des vrais cobayes qui n'étaient donc pas des étudiants, mais avec quelques étudiants d'ici. L'enregistrement de cette table ronde pourra éventuellement servir à un atelier de création radiophonique qu'on est en train de réaliser avec Angélique Thibault et qui sera diffusé le 22 janvier sur France Culture à 23h. Et j'ai utilisé certains des sons que vous avez produits, vous tous, pour les tests qu'on a menés avec les étudiants pour ensuite poser les questions aux cobayes qu'on a fait venir à la radio. Voilà. Du coup, ça laisse pas place au débat. Moi, j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. À partir d'une banque de sons, comment on peut produire, à partir d'une banque de sons que j'imagine dans ma tête, parce que j'en ai des banques, comment on peut produire du bruit de fond. C'est-à-dire, c'est soustractif, c'est additionnel. Comment ça fonctionne un patch pour, à partir de, on peut imaginer des sons, j'en ai des milliers. Comment il produit du bruit de fond. C'est l'addition de tous ces sons et qu'est-ce qu'il fait en fait exactement. Non, c'est juste une question. Je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il faut qu'on arrête le débat. Mais je ne sais pas s'ils produisent véritablement du bruit de fond ni si c'était juste ça l'objectif. C'est plutôt de produire des phénomènes d'émergence entre le bruit de fond et les bruits. Et il se trouve que là-dedans, j'ai fait pas mal de. J'ai divisé. Il y a plusieurs banques différentes avec des modes d'apparition différents en fonction des banques et en fonction des moments des scènes, entre guillemets. Et dans ces banques de sons, c'est divisé en 4 trucs, quoi. Il y a les silences, qui sont quand même des formes de bruit, les bruits de fond, qui sont donc un mélange. J'ai pas travaillé avec des super micros, etc. Donc j'ai des ambiances un peu génériques. Et après, au-dessus de ça, il y a des formes de bruit qui sont plus ponctuelles. Et ce qui peut provoquer un effet de bruit de fond, ce sont des superpositions sonores, quoi, et une forme de saturation sonore qui à un moment donné produit des bruits de fond et qui dans l'idée pourrait fonctionner sur des effets, je sais pas, il y a des effets de palier, des fois où il y a un des bruits de fond qui disparaît et tout d'un coup on l'entend parce qu'il est plus là. Il y a des sortes de stratégies comme ça pour les faire apparaître, mais c'est des choses qui marchent pas super bien pour l'instant, quoi. Donc, mais pourquoi? Non, mais cela dit, il y a des travaux. Bruit de fond, alors. Pourquoi pas bruit et pas bruit de fond? Juste, c'est la notion de fond en fait que j'essaye de comprendre. Enfin, si je peux me permettre, il y a Guillaume Tigère qui a soutenu avant-hier une thèse au CNAM qui fait de la synthèse de paysages sonores et qui, lui, effectivement, travaille cette notion de bruit de fond en déduisant de ce qui sort de plusieurs kilomètres une fréquence fondamentale qui est d'ailleurs pas la même d'une ville à l'autre et qui essaye de la reproduire ensuite dans Pure Data avec des pages qu'il a travaillé avec Demo Schwartz de l'IRCAM. Enfin, il y a des travaux là-dessus assez avancés. Ouais, en fait, c'était pas pour reproduire des bruits de fond, c'était plutôt pour essayer de trouver des formes à la fois des comportements de son et des comportements d'écoute. Et dans ce comportement d'écoute, il y a un rapport
avec le bruit de fond, mais c'est pas de refaire un bruit de fond de transmission directe que je vais me foutre à les refaire, quoi. Ouais. Et bon, c'est une question qui est toujours... Gérard a un mot de la fin toujours. Bon, alors, je vous remercie. C'est une discussion fort intéressante. J'aurais eu moi-même des questions à poser sur le field recording, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour terminer vraiment cette journée, je voudrais vous présenter Pascale Bourra-Ousni, qui est directrice de la recherche au Conseil régional Île-de-France. Et comme vous l'avez certainement vu sur le programme, c'est avec leur soutien, entre autres, que nous avons pu monter ce colloque. Normalement, nous aurions dû avoir aussi une représentante du ministère de la Culture qui nous a également aidés, mais elle n'a pas pu se libérer. Je vais donc passer la parole à Pascale Bourra-Ousni. Elle est accompagnée de sa collègue Zaya Zaïdat, qui a traité notre dossier, qui est chargée de mission et qui a traité notre dossier au moment où on a fait la demande. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'occasion de saluer d'abord vos travaux, puisque manifestement vous avez beaucoup réfléchi aujourd'hui et la table ronde qu'on vient d'écouter en témoigne. De présenter très brièvement et à grands traits l'action de la région Île-de-France en termes de recherche et d'enseignement supérieur. On est un acteur qui est assez important dans le paysage du soutien à la recherche et à l'enseignement supérieur, puisque nous sommes très investis dans justement l'investissement immobilier, puisque aux côtés de l'État, on construit beaucoup de bâtiments pour l'enseignement supérieur et la recherche sur le territoire francilien. Donc on a depuis plusieurs années des budgets qui oscillent entre 130 millions et 150 millions d'euros. Donc ça permet de construire ou d'aider à améliorer l'existant dans certains cas. Et puis on a une action de soutien à des manifestations scientifiques, et celle d'aujourd'hui est l'une d'entre elles. Nous en avons soutenu 50 en fait en 2014, et donc on intervient aux côtés de partenaires pour pouvoir permettre de vous réunir les uns les autres, avec l'idée que ce type de rencontre permet de vous réunir, ce qui est un premier point important, d'échanger sur des sujets qui sont très avant-gardistes, en tout cas c'est mon impression pour aujourd'hui, et puis aussi de pouvoir échanger avec des chercheurs d'autres pays, et c'était le cas puisque j'ai vu qu'il y avait des Britanniques dans les personnes qui sont intervenues, et donc de participer au rayonnement international de la région Île-de-France. Par rapport à ce que je viens d'entendre, je voulais juste en profiter, puisque par rapport aux réflexions que vous avez pu avoir sur le bruit, nous sommes pas mal interrogés sur un projet immobilier justement que nous menons à la Cité internationale universitaire de Paris, puisqu'on va y construire la Maison de l'Île-de-France, qui sera un bâtiment, l'un des bâtiments les plus récents, puisque le dernier qui a été construit date de 1959. Donc il y a un programme de construction qui reprend à la Cité internationale universitaire de Paris, et donc la Maison de l'Île-de-France sera l'un des premiers d'entre eux. Un bâtiment très spécifique puisqu'il sera à énergie positive et qu'il accueillera à terme 142 étudiants venus du monde entier. Donc pourquoi ça nous paraissait important, c'est que ça sera l'un des premiers bâtiments qui s'appellera Île-de-France, qui portera le nom de la région. Et donc on s'était dit, ça ne peut pas être traité exactement comme les autres constructions qu'on fait dans l'ensemble du territoire régional. Et donc moi j'avais commencé à m'intéresser à l'initiative qui a été faite autour de la réhabilitation du 104, avec justement, puisque vous parliez de chantier tout à l'heure, le fait de percevoir d'enregistrer les bruits d'un chantier, de regarder aussi ce que c'est que les métiers du bâtiment aujourd'hui. Donc je trouvais que c'était un exercice tout à fait intéressant. Et en tout cas, on a commencé à faire une initiative avec l'IRCAM, justement, l'ENSI et puis les Beaux-Arts du Mans, pour faire travailler des étudiants dans un workshop, parce que comme c'est un bâtiment à énergie positive, on voulait que en fait, les utilisateurs soient partie prenante de la qualité énergétique du bâtiment et puissent être informés par le son de l'état de santé, entre guillemets, énergétique du bâtiment. Est-ce qu'il est en sous- ou surconsommation énergétique? Ils nous ont fait différentes propositions, on essaiera de les mettre en œuvre pour que, en fait, on allie notre action en termes immobiliers, comme je le disais, et les actions de soutien à la recherche qu'on peut avoir par ailleurs. Et du coup, peut-être qu'on en discutera ultérieurement. Le chantier n'est pas commencé, mais on pourrait être intéressé à mener une action un peu comme celle qui avait eu lieu au 104, parce que voilà, ça peut être aussi, dans des moments clés de la vie du bâtiment, une manière de raconter une histoire aussi sur ce bâtiment très symbolique, dans un lieu qui l'est tout autant, puisque bon, la Cité internationale, elle a été créée
au nom de la paix. Donc on peut se dire que ça peut valoir le coup de s'investir un peu plus sur le sujet. Voilà, écoutez, je pense que vous pouvez maintenant vous diriger vers le concert. Donc j'ai beaucoup apprécié l'intitulé d'une des œuvres qui va être présentée. Et je me dis vraiment, les artistes, ils osent vraiment beaucoup de choses. Et donc juste pour la petite anecdote, le workshop là, dont je vous parle a été présenté en réunion des directeurs, directrices, directeurs généraux adjoints de la région Île-de-France. Et bon, j'ai senti beaucoup d'intérêt de leur part, mais beaucoup de perplexité aussi. Donc c'est vrai qu'il y a tout un chemin à parcourir entre les réflexions des artistes et puis ce qui se passe chez les fonctionnaires probablement. Voilà. Bonne soirée à vous, au revoir.